Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau format d'épisode, les hors-sentiers du LTP. Alors pourquoi les hors-sentiers du LTP ? Eh bien parce que j'ai décidé de sortir un petit peu des rails habituels que j'ai choisi de prendre depuis presque 2 ans et j'ai décidé pour ce nouveau format de faire appel à des anciens invités. Dans un premier temps, nous parlerons de l'actualité qui s'est écoulée entre la première entrevue et aujourd'hui. Et puis, j'ai décidé que nous allons parler de divers sujets plus généraux, liés au trail bien évidemment, afin de débattre et d'ouvrir un petit peu la discussion de manière plus libérée. Qui d'autre aurais-je pu choisir comme premier invité pour ce numéro du hors-sentier ? Eh bien, c'est Monsieur Hugo Ferrari. Alors, Hugo Ferrari a été un de mes premiers invités, je crois, dans l'épisode 4 ou 5. Et il a lui aussi un podcast intitulé Le podcast de Ferrari sur SoundCloud. Et également, aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur la majorité des plateformes d'écoute sous le titre de Trailer des Vergondés. Donc, Hugo est clairement une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. Il dit ce qu'il pense, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Et c'était bien évidemment normal que je m'adresse à lui pour échanger sur ce premier épisode des hors-sentiers du LTP. Nous allons parler de tout un tas de sujets et notamment de la différence entre professionnel en trail et élite, de l'UTMB World Series, est-ce que c'est un tournant de l'histoire du trail, et de la sécurité et du matériel obligatoire lors des ultra-trails. On va discuter de ces 3 différents sujets. Et sachez que nous avons continué la discussion pour les Patreons, pour parler de l'actualité trail d'Hugo, de son retour de la Swiss Canyon Trail, de sa préparation de l'UTMB et de la fin de son année 2021. Donc si vous souhaitez rejoindre la communauté et entendre la totalité de cet épisode, n'hésitez pas, pour soutenir le LTP, à nous rejoindre sur patreon.com/Let's Trail le podcast. Et j'en profite pour remercier un nouvel arrivé dans la communauté des Patreons, sous le pseudo d'Audrix. Merci à lui. Allez, ceci étant dit, je vous laisse profiter une nouvelle fois de ma conversation avec Monsieur Hugo Ferrari. Salut Hugo, je suis heureux de te retrouver une nouvelle fois dans un épisode du LTP. Comment vas-tu ? Salut Nico, ça me fait plaisir aussi de revenir puisque du chemin a été parcouru. J'étais dans le numéro 4 si je me souviens bien, puis aujourd'hui je crois que tu as passé les 75, ou alors j'ai peut-être peur d'être le 75e, j'espère pas. Non, tu vas être le 78e, mon Hugo. Est-ce que tu vas bien déjà ? Comment ça se passe au Revar ? Là, j'ai eu le Covid, donc j'ai des journées difficiles et des journées faciles, mais bon, il n'y a rien de gravissime. Bon, t'as eu le Covid de manière sévère ou de manière cool ? On va dire cool. Non, très léger, pour tout dire, et puis ça servira peut-être à certains auditeurs qui l'ont eu et qui se posent des questions. Moi, je l'ai eu pendant une période où je voyais très peu de monde, en plus, peut-être celle où j'ai vu le moins de gens dans l'année, donc c'est quand même très amusant. Et c'était une période où je m'entraînais beaucoup, où il y avait fait une météo absolument déplorable. Donc j'avais mis ça sur le compte d'une fatigue liée à l'entraînement et d'une mauvaise météo qui expliquait un peu le rhume que j'avais, etc. Et en fait, bizarrement, j'ai traîné un état de fatigue. Au bout de 3-4 semaines, j'ai fait une prise de sang pour le faire, etc., qui est souvent un facteur limitant chez moi. Et en fait, il s'avère que j'avais eu le Covid. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, tu ressens encore les effets, donc tu disais ? Eh ben oui, certaines journées, je sens que le corps peut pas aller plus loin. Alors, se déplacer en endurance, ça va. Mais quand il faut aller chercher des intensités, des jours, ça va. Et des jours, c'est un peu moins possible. Donc, faut adapter. D'accord. Bon, on espère que tu te remettras et que ça ira mieux dans les prochaines semaines. Alors, comme on le disait un petit peu en off, Hugo, j'ai souhaité créer un nouveau format d'épisode qui s'appelle le hors-sentier, parce que j'ai décidé, après presque 2 ans, de donner un petit peu plus mon avis sur des sujets d'actualité, sur des sujets un peu plus généraux liés au trail. Et qui de mieux que toi pour m'accompagner dans cet exercice, et je suis très très heureux que tu m'accompagnes pour ce premier épisode du hors-sentier. Donc ça, c'est cool. Ah, ça tombe bien. En plus, je viens de boire un café, donc on peut y aller. On est parti. On est parti. Avant de commencer à débattre ouvertement des sujets, je crois que tu as une petite actualité avec Nicolas Martin, non ces dernières semaines-là. Tu peux nous en parler ? Eh oui, c'est vrai que depuis. Allez, on l'a fini quand? Le 10 mai, je crois que j'avais réalisé les premiers envois du e-book, voilà, sur l'entraînement en trail.
Alors, c'est un livre au format, pour l'instant, PDF, voilà, pour lire sur tablette ou sur ordinateur, qui propose justement de comprendre un peu pourquoi on fait de la VMA, pourquoi on fait du seuil, pourquoi on fait de la force, et qui propose également, pour ceux qui le souhaitent, une idée de plan d'entraînement qu'on peut soit copier, soit adapter à sa situation personnelle sur l'année. Voilà, pour voir que toute l'année, en fait, on ne va pas faire la même chose. D'accord. Et on a fait ça parce que Nico s'était pas trop posé la question, mais moi je trouvais que les gens un peu du milieu de peloton, donc un petit peu au-dessus du débutant, mais en dessous de l'athlète confirmé, on va dire, tous ces gens-là n'avaient pas vraiment d'offre pour progresser, parce que tout de suite il fallait souscrire à un coaching privé, ce qui peut être un petit peu cher quand même. Et les bouquins, c'était souvent des choses un peu compliquées, un peu réservées vraiment aux puristes, aux purs passionnés. Donc là, il fallait un truc un peu plus léger, un peu plus digeste pour quelqu'un qui fasse 153e sur un trail puisse avoir des billes pour progresser, et parce que sans doute en tête, il s'est dit tiens, un top 100, ça peut être cool, etc. Donc il y avait ce petit manque, j'avais l'impression. Donc vous proposez ça avec Nico. Nico, qui je le rappelle, Nicolas Martin, qui est coach et que j'ai reçu également il y a un moment à l'arrivée du Ventoux et qui est une véritable bible de l'entraînement, hein. Tu peux le confirmer, Et je oui, pense. parce qu'il est coach certifié seulement depuis un an, hein, d'un point de vue légal, on va dire. Mais avant, il s'est fait la main sur des connaissances, on peut le dire. Et de toute manière, ça fait plus de 10 ans qu'il est coaché par Patrick Bringer. Ça fait une quinzaine d'années qu'il s'intéresse à l'entraînement sportif. Et Nico, il court depuis qu'il est tout petit, donc il a quand même un bagage relativement conséquent. Et surtout, ce que j'aime bien avec lui, au-delà du fait que ce soit un ami, c'est que il a, si tu veux, ses connaissances, il les a exprimées sur le terrain. Donc, il mélange la science à la pratique, et c'est le meilleur des mélanges. C'est clair. On le salue, Nico. Je pense que, étant donné l'épisode qu'on a enregistré ensemble, on s'aperçoit que c'est un véritable passionné et un puits de science. Donc, je l'ai commandé, le e-book, et je l'ai, en toute franchise, je ne l'ai pas encore commencé. Je l'ai un peu survolé, mais déjà, la typo et. Ouais, je suis un peu feignant, c'est vrai, t'as raison. La typo et le graphisme sont pas mal. Donc, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver et nous dire l'endroit où on a la possibilité de commander cet e-book? Eh ben, il y a quelques temps, je t'aurais dit uniquement sur mon site internet, l'entreduduc.fr. Bon, là, il faut adhérer un peu à toutes les conneries que je fais aussi autour et qui sont donc répertoriées sur ce site. Mais sinon, le e-book est disponible et c'est un peu le truc sérieux du site internet. Vous pouvez le trouver également sur la boutique NutriBuy, parce que c'est des gens, voilà, qui proposent des produits intéressants. Enfin, j'aime bien cette boutique. Ils font souvent un peu des offres, des promos pour leurs clients. C'est, voilà, JC qui s'en occupe, c'est quelqu'un d'humain, simple. Ça reste à un échelon petit. Et sur la boutique aussi, Baou, voilà, qui au-delà de proposer ses bars et ses purées, ils ont une petite boutique où tu peux acheter un peu d'autres produits, et ils ont choisi de mettre mon e-book en le lisant. Ils ont trouvé que c'était intéressant. Très bien, on mettra les liens directement les liens directement dans l'épisode. Et je crois que Distance Plus, par l'intermédiaire de Nicolas Fréré, a fait un petit débrief également, il me semble. Voilà, c'est ça. Nicolas, c'est un excellent journaliste qui se bat, hein, tous les jours. Avec la crise, c'est devenu encore plus difficile pour pouvoir proposer du contenu sur Internet, etc. Et en lisant le e-book, ça lui a fait un peu tilt, parce que oui, c'est vrai, on est un peu les seuls à avoir fait ce format pour l'instant Internet, même si on a dans l'idée de l'imprimer. Et du coup, il a fait un superbe article de par sa lecture, avec quelques critiques positives et négatives, hein. Avec Nicolas, il y a toujours de tout. Donc, ça permet aussi de se faire une bonne idée. Vous n'avez pas simplement l'avis d'Hugo Ferrari qui vous dit que c'est génial. Vous avez l'avis d'autres personnes qui vont aussi déceler, bien sûr, les défauts évidents, hein, qui, comme dans toute chose, sont présents. On le reçoit, Nicolas, je le reçois, Nicolas, dans un prochain épisode du LTP. Ce sera certainement juste après la sortie de notre épisode qu'on enregistre actuellement. Ah génial. Tu vois, j'aurais une question un peu pour lui. C'est de nous expliquer un peu
tu vois, quand tu es journaliste, bah, tu peux pas être partout. Mhm. Et surtout, des fois, financièrement, ça coince pour diverses raisons. Donc, toutes les problématiques auxquelles il est sujet, tu vois, j'aimerais bien en avoir une ou deux. Alors, l'épisode est déjà enregistré, à dire vrai, et il en parle beaucoup, beaucoup de tout ça, donc tu auras certainement les réponses attendues à tes questions. Allez, on plonge dans le premier sujet que j'ai décidé d'évoquer avec toi. Ce sujet m'a été inspiré par une discussion que vous avez eue avec Monsieur Robin Schmitt, des Genoux dans le GIF, que tu as reçu dans un de tes épisodes de podcast. Alors, avant de parler un petit peu de Robin, je tiens à préciser également que tu es accessible en podcast sur quasiment toutes les plateformes. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect? Eh oui, Nico, c'est vrai qu'avant, je n'étais que sur SoundCloud. Et puis, eh ben, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et j'ai décidé d'aller sur Spotify. Alors, pour aller sur Spotify, bah, toi, tu le sais, mais les auditeurs le savent peut-être pas. C'est différent de SoundCloud. On doit souscrire à une plateforme qui va un peu tout gérer pour nous. Enfin, nous, on s'occupe que de poster sur la plateforme. Et en fait, cette plateforme ne propose pas que Spotify, mais d'autres applications. Du coup, bah, j'ai tout validé normalement. Euh, et je suis aussi sur Podcast Addict, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais plus, moi je me suis intéressé qu'à Oh, il y en Spotify. a tellement. Il y en a tellement. Mais je crois que Spotify est quand même aujourd'hui devenue la plus prolifique en termes de podcasts. Enfin, c'est là où tout se rassemble. Donc Ouais, voilà, fallait ça bien devient un noter. acteur majeur, Spotify, après. Enfin, il y a Apple Podcast et Spotify aujourd'hui qui sont les deux gros acteurs majeurs de la diffusion. C'est clair. Et ouais. Donc voilà, il a fallu suivre un peu le mouvement. Et c'est vrai que bah il y avait des gens qui me disaient ouais mais écoute Hugo, moi j'ai Spotify, j'ai pas envie de télécharger l'appli SoundCloud. C'est vrai que ça coinçait un peu à ce niveau-là. Donc je me suis dit bon bah voilà, peut-être à un moment donné il faut aussi. Et qu'est-ce qu'on disait du coup? Non, et du coup, Trailer des Vergondés, c'est ça? C'est le titre que tu as donné, que tu as choisi de donner à ton podcast. Ouais, parce que ça me faisait rire. Moi aussi. Parfait. Donc on retrouve Hugo et tous ses acolytes dans Trailer des Vergondés. Alors, premier sujet, tu en as parlé, comme je le disais, avec Robin Schmitt des Genoux dans le GIF, qu'on salue, Robin, que j'ai reçu également dans le podcast. Euh, Vous avez parlé pas mal de l'aspect trailer professionnel et trailer élite. Et moi, j'avais envie de rentrer un petit peu dans le détail euh, de ces aspects-là. Et notamment, j'aimerais donner la définition que j'ai trouvée dans le Larousse de élite et professionnel. Alors, professionnel, je cite, qui exerce régulièrement une profession, un métier, par opposition à amateur, qui exerce une activité de manière très compétente, se dit d'un sportif rétribué pour la pratique d'un sport ou parfois pour enseigner. Donc ça, c'est la définition de professionnel. Maintenant, je vais donner la définition de élite. Élite, c'est un groupe minoritaire de personnes ayant dans une société une place éminente due à certaines qualités valorisées socialement. Dans quel camp es-tu, Hugo? Euh, Bah en fait ça dépend de comment tu définis la rétribution d'un athlète professionnel. C'est ça. Parce que selon moi, pour qu'un athlète soit professionnel, il faut qu'à côté il n'ait pas besoin de demander de l'argent dans d'autres activités. Ce qui veut dire que bah, s'il touche moins de 20 000 euros à l'année, c'est quand même compliqué. Donc un athlète professionnel, pour moi, il faut que son sponsor ou l'ensemble de ses sponsors, parce qu'on peut avoir par exemple 4 sponsors qui me donnent un peu d'argent, eh ben, il faut que ça fasse à peu près 20 000 euros. Et là, déjà, vous avez quelqu'un qui va être obligé de vivre de manière modeste. Alors, bon, par exemple, vivre de manière modeste pour des gens comme Xavier Thévenard, pour des gens comme Nicolas Martin ou moi-même, je parle uniquement de gens que je connais, bah, c'est facile. On a un logement tout à fait petit, dans des lieux reculés. Donc là-dessus, on n'a pas vraiment de frais et nous, on consomme quasiment rien. Donc ça ne nous gêne pas d'avoir beaucoup ou pas beaucoup d'argent. Après, bah, je ne saurais pas te dire ce qu'a Xavier Thévenard, je n'en sais rien. Et je sais un peu ce qu'a Nicolas Martin, mais tant que c'est pas lui qui le dit, je ne vois pas pourquoi ce serait à moi de le faire. Et moi, bah, j'ai pas grand-chose en termes d'argent. Alors, j'ai des sponsors qui, de temps en temps, me financent un voyage, qui, de temps en temps, mettent un petit billet pour aider sur certains frais, etc. Mais c'est pas un revenu qui tombe voilà, tous les mois avec une feuille de salaire, ceci, cela. C'est plutôt une dotation qui va être à déclarer dans la case pardon, revenu annexe quand tu as ta feuille d'impôt, quelque chose comme ça. Donc, ça n'est pas mon salaire.
C'est pour ça que je me catégoriserais plutôt dans la catégorie élite. Alors oui, effectivement, la question qu'il faut se poser initialement, c'est quand on considère un athlète professionnel, euh, d'où vient la rétribution qui lui est accordée? Est-ce que ça vient des courses? Est-ce que ça vient de ses sponsors? Est-ce que ça vient des sponsors en dehors du cadre du trail? Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que réellement aujourd'hui, si on considère que être professionnel de trail, c'est gagner de l'argent par des prize money par exemple, est-ce qu'il y a réellement des professionnels de trail uniquement? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a aujourd'hui personne qui n'est capable de vivre dans le milieu du trail par le biais des prize money. Par le biais des prize money, je pense pas. Après, tu as des sponsors qui donnent des salaires, hein, tu vois, notamment chez Oka. Alors, je pas les chiffres, hein, évidemment, mais par exemple, Sylvain Cachard, cette année, a eu l'opportunité de devenir athlète professionnel. C'est-à-dire que Oka lui verse un certain montant qui permet à Sylvain de payer sa nourriture, son loyer et d'aller courir toute l'année. Maintenant, Sylvain, c'est quelqu'un qu'on peut rattacher à la catégorie des Nicolas Martin et des Xavier Thévenard. C'est un mec qui vit de manière extrêmement simple. Donc, lui, ça lui suffit. Est-ce que ce serait le cas de quelqu'un qui a 2 enfants, qui a une grosse maison avec un crédit à payer, etc. C'est moins sûr. Mais si, tu as des athlètes professionnels. Euh, Par exemple, Nico l'est aussi. Hein, il a aussi quelque chose de Oka qu'il complète avec d'autres sponsors. Par contre, Nico va aller chercher une activité de coaching pour compléter encore. Après, tu as d'autres athlètes qui sont rémunérés. Thibaut Barognan a laissé son job de kiné pour l'instant et il est rémunéré par Salomon. Tu en as quelques-uns, mais il y en a vraiment très très peu. Par contre, des athlètes élites, il y en a beaucoup plus parce que c'est aussi une dimension plus vague. Euh, Est-ce qu'à 750 ITRA, on est un athlète élite? Est-ce que c'est à 800? Est-ce que c'est à 850? Est-ce qu'il y a du Alors, critère? alors tu disais la dernière fois avec Robin qu'on t'avait catégorisé comme élite. À partir de quand tu as été catégorisé comme élite, toi? Hmm, Je sais pas trop. En 2015, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait 14e des championnats de France. Et après, j'avais gagné l'intégrale d'Ecos, ce qui m'avait permis d'intégrer le team Adidas. Et là, j'ai fait une année sympathique puisque j'avais fait 4e de la TDS, 7e de la Maxi Race et 20e des Templiers, je crois. C'est vrai qu'après cette année 2016, notamment avec la 4e place à la TDS, là, je pense que les gens ont dit de moi que j'étais un athlète élite. Mais j'aime pas vraiment ce terme parce que élite, je trouve ça extrêmement. Tu sais, le mot est. Il est. Élitiste. Ouais, on te met sur un piédestal comme si tu étais quelque chose qu'on allait aduler, d'intouchable ou de ceci, cela, ce qui est complètement faux, hein, puisque dès que l'athlète, entre guillemets, élite a un pet de travers, immédiatement, il se fait doubler par tous les gens qui sont juste derrière lui. Donc au final, il redevient vite tout à fait normal. Hein. Puis aussi dans le monde du trail, alors même pour ceux qui sont professionnels, enfin, je veux dire, un François Den, alors lui peut-être il est un peu trop sollicité, tu vois, je l'avais côtoyé à Captone, c'est vrai que les gens l'arrêtent beaucoup pour prendre des photos, ceci, cela. Mais d'autres athlètes, vous pouvez discuter avec eux, éventuellement après la course, ils se relaxent tranquillement, vous pouvez boire une bière à leur côté. Enfin, il y a quand même une proximité, donc de là à dire élite, je trouve, c'est un peu le terme est un peu clivant, mais oui, il y a un groupe d'athlètes. Moi, je préférerais dire plutôt de haut niveau, puisque du coup, ça devient plus accessible pour ceux qui s'en donnent la peine. Il y a un groupe d'athlètes qui bénéficient d'avantages, on va dire. Voilà, c'est vrai que moi, sur certaines compétitions, je passe outre le tirage au sort. Parfois, on m'offre le dossard, etc., etc. Mais après, j'utilise cette chance, ou du moins, bon, j'aime pas non plus le mot chance, c'est privilège avec parcimonie, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas clairement invité ou qu'il n'y a pas clairement une clause dans un règlement, moi, je ne demande jamais la gratuité d'un dossard, par exemple. À chaque Mhm. fois que je fais une petite course régionale, en général, je ne préviens même pas l'organisateur, je m'inscris sur le site internet, je paye, et puis voilà, je me rends au départ, puis je fais, je sais pas moi, 7e, tu vois, une place anecdotique un peu, et puis tout le monde est content, quoi.
Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a très très peu d'athlètes professionnels donc, qui vivent du trail par le biais notamment de sponsors. Toi aujourd'hui, quelle est ta situation? J'ai vu que tu avais récemment, on va dire récemment, hein, depuis à peu près un an, lancé un compte Patreon qui fonctionnait du tonnerre et qui te permettait d'envisager plus sereinement ta vie, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Oui, alors au début, je l'ai créé parce que certaines personnes voulaient me soutenir suite au fait qu'il n'y ait plus d'événements pendant la, la crise Covid de avril 2020, celle qui était vraiment très forte. Donc ça a été très gentil hein, au début avec quelques centaines d'euros par mois. Puis bon, en échange, entre guillemets, je postais quelques articles, mais ça restait très léger. Après, j'ai travaillé l'été de manière pas à 100%, mais presque. Donc voilà, au niveau des aides, tout ça, j'étais pas rincé, on va dire. Hein. Vu que j'allais travailler en même temps, j'avais pas le droit à tout, des fois à rien. Enfin, et après, Mhm. j'attaquais l'hiver avec cette fois-ci, plus trop le droit, parce que par exemple, en novembre, quand il faut que je déclare mon chiffre d'affaires, moi, novembre, c'est un mois où je travaille quasiment pas. Donc, tout le chiffre d'affaires se fait l'été. Donc, j'abordais l'hiver avec des réserves financières très appauvries et avec une perspective de reprise qui partait sur mars. Et puis, ça a été même décalé. Donc, au début de l'automne, je me suis dit, putain, là, Hugo, ça va être la merde, faut que tu te bouges. Évidemment, il y a toujours l'option de retourner dans le salariat. Hein. D'un coup, tu débarques à Leclerc, tu fais bonjour, vous avez besoin d'un caissier, c'est bon, je suis là. Euh, C'est qui fait que envisageable, ouais, mais moi, c'est pour ça que j'ai peur de rien dans la vie, parce que quand on veut travailler, on peut. c'est clair. Puis ça me gêne pas, hein, tu vois. Moi, m'amuserais un peu à la caisse. Alors, par contre, évidemment, c'est moins plaisant que ce que je fais aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'y vais pas. Mais voilà, j'ai toujours ça, qui peut me sauver. Après, du coup, je me suis dit, ce Patreon, il y a quelque chose de mieux à faire. Et je me suis mis à proposer des articles beaucoup plus qualitatifs en allant chercher des articles nutrition auprès de mon coach nutrition que je rémunérais pour ça, mais qui m'a permis de faire grandir mon audience. Pareil avec Nicolas qui, en faisant des articles entraînement, m'a permis de faire grandir mon audience. Au final, tous les deux, on a été pas mal pris dans le truc et tu vois, on sort aujourd'hui un e-book d'à peu près 100 pages, hein, donc c'est pas rien non plus. Et il y a eu cette dynamique positive tout l'hiver qui a fait que finalement, mon travail principal a été de publier du contenu de qualité pour des patriotes, des gens donc abonnés à un blog payant qui avaient soif de connaissances, de retour d'expérience, je dirais surtout. C'est plus ça que j'apporte que des connaissances, de dégrossir certains mythes. Voilà. Puis après, plus ils étaient nombreux, plus je leur rendais. Donc, c'est-à-dire que j'ai créé un site internet pour avoir un forum. Donc, il y a un forum privé pour ceux qui sont sur le Patreon. Et il y a cette dynamique positive qui s'est créée tout l'hiver. Et c'est vrai que c'est devenu quasiment mon revenu principal, puisque Speaker, ça reprend le 20 juin. Voilà. D'accord, bon, bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Les événements reprennent. Et moi, je suis quelqu'un qui a des sponsors qui me font des dotations matérielles, donc qui me Hmm. permettent de pratiquer sans dépenser d'argent, on va dire. Et du coup, évidemment, ces gens-là, la crise les a touchés eux aussi. Donc, j'étais déjà bien content qu'ils m'envoient encore un peu de matos pour pratiquer. Et évidemment, à aucun moment, je n'ai pu leur dire, putain, les gars, maintenant, il faudrait qu'on passe à le cran d'au-dessus avec des ressources financières. Alors, la seule chose qui s'est passée, c'est que Altra, voyant que j'ai occupé la scène du trail running en créant tout un tas de contenus un petit peu gratuits avec le podcast, avec des publications, avec des lives YouTube, etc., mais aussi avec une forte communauté patriote et des résultats, puisque moi, j'ai participé au premier trail post-Covid mi-juillet et j'ai participé au dernier trail avant la coupure mi-août. Entre-temps, je suis allé à l'échappée belle, etc. Ils ont dit, Hugo, quand même, tu t'es démené, etc. toute l'année. Et du coup, pour l'année 2021, voilà, il va y avoir un accompagnement un peu plus prononcé d'Altra avec la prise en charge de pas mal de logements sur les courses. Et voilà, il y a une petite aide financière qui a été apportée en plus. On peut dire aujourd'hui que tu ne peux pas vivre de ton partenariat avec ta marque. Aujourd'hui, c'est Ah pas ça non, qui te non, fait non, pas vivre. du tout. Non, c'est un défraiement qui s'inscrit aussi dans le développement d'Altra, qui se structure un peu plus chaque année.
C'est vrai qu'au début, ils donnaient simplement des paires de chaussures à leurs athlètes, à leurs ambassadeurs, tout ça. Et maintenant, tu as une team Red dédiée aux ambassadeurs, une team France dédiée aux athlètes français et une team Europe où on est 3. Et j'ai été intégré à cette team Europe avec le défraiement de tous mes frais de déplacement et de logement dans l'année, ce qui m'enlève une belle épine du pied, on peut dire, mais ça n'est pas un salaire. D'accord. Qu'est-ce que tu imagines qui va se passer dans les prochaines années dans le milieu du trail par rapport à cet aspect-là, professionnel, élite? Comment tu vois un petit peu l'évolution? De mon point de vue, je pense que, et notamment on va en parler juste après avec l'UTMB World Series, on est de mon point de vue à un tournant de l'histoire du trail là, euh, qui devient de plus en plus populaire. On voit des acteurs, notamment audiovisuels, se mettre dans la boucle comme le groupe Canal, etc. Euh, de mon point de vue, ça va évoluer très fortement dans les prochaines années. Toi, de ton point de vue, comment ça va se passer? Est-ce que c'est positif, négatif pour le sport et pour les athlètes? Ouais, c'est vrai que ça va évoluer, mais ça évolue tout le temps, hein. Déjà, le nombre de trails chaque année en France augmente, hein, rien que ça. Le nombre de pratiquants aussi. Donc, bon, c'est une discipline qui plaît de plus en plus. C'est vrai que ça va être plus structuré avec ce que propose l'UTMB, avec un circuit un peu plus clair qui va rassembler Ultra Trail World Tour, qui va rassembler les courses UTMB, qui va rassembler les courses Ironman, enfin du moins celles qu'Ironman a rachetées. Donc déjà, on arrête de partir dans tous les sens, on commence hop, un peu plus à se rassembler, ça c'est pas mal. Et après, bah, du coup, est-ce que ça va permettre à des sponsors de mieux comprendre le monde du trail? Parce que aujourd'hui, pour des marques, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans le trail. Et donc, une fois qu'ils ont mieux compris, d'injecter un peu d'argent là-dedans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup d'athlètes qui sont très, très, très méritants et qui peut-être ne méritent pas forcément un salaire à l'année, mais beaucoup de personnes mériteraient d'être un peu plus aidées. Peut-être que ça va arriver. Euh, et je pense que le développement va être pas mal parce que l'UTMB va afficher un fort clivage, c'est-à-dire que les événements event vont être extrêmement carrés, très pro, etc. Alors, bien sûr, l'amateur aura tout à fait sa place. Ils vont présenter quelque chose de très carré, Hmm. voilà. Donc après, bah, l'amateur, il y va parce qu'il kiffe ou il y va pas parce qu'il se retrouve pas là-dedans. Donc ça, chacun est libre. Mais à côté, vous allez avoir tous les petits trails locaux hein, qu'on connaît tous, hein, tout ce qu'on appelle un peu les trails saucissons, voilà, mais c'est pour rigoler, hein, ça nous amuse beaucoup. Eux vont perdurer, à mon avis, parce que c'est des organisations avec des groupes de bénévoles, tu vois, une dizaine de bénévoles qui se penchent un peu dessus à l'année. Puis le jour d'événement, il y en a 100, 150. Voilà, ça reste des trucs un peu petits, un peu intimistes dans des petits coins de France, etc. Ça aura toujours lieu. Donc on va garder un côté très terre à terre là-dessus. Et puis après, on pourra évoluer vers des compétitions un peu plus sérieuses, entre guillemets. Donc je pense qu'on va avoir un joli panel d'offres et qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Ouais. On voit hein, ces derniers temps que là, c'est en train de s'accélérer clairement. Ça plaît pas à tout le monde et donc la transition est toute trouvée entre notre premier sujet et le deuxième. On va se jeter à corps perdu dans le sujet qui s'appelle UTMB World Series. Est-ce un nouveau tournant du trail? Alors, tout d'abord, c'est un sujet qui est intéressant, un sujet qui fait énormément de polémiques. On peut retrouver d'ailleurs un épisode de Trailer des Vergondés et du podcast de Ferrari avec Michel Poletti qui est sorti la semaine dernière, dans lequel tu t'es entretenu avec Michel pendant euh, presque 2 heures ou plus de 2 heures, et dans lequel vous pourrez retrouver tous les détails de ce qui va être mis en place dans ce UTMB World Series. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de cet entretien avec Michel? Comment ça s'est passé? Oui, ben en fait, si tu veux, quand les petites nouveautés de l'UTMB ont été annoncées, voilà, via différents médias, moi j'ai lu l'article de presse, puis j'avais pas tout compris. Du coup, je discute beaucoup avec David Politti, que je croise sur des événements, puisque lui, il gère Lifetry et il a les mains dans le cambouis, hein. C'est lui qui installe le tapis sur lequel vous marchez, c'est lui qui passe des heures sans dormir derrière l'écran sur la ligne d'arrivée pour regarder et tout. Donc, moi, étant speaker, on passe un peu de temps ensemble, on s'apprécie avec David. Et je lui dis, putain, David, j'ai pas compris et tout, comment on va faire, machin.
Et il m'a expliqué, puis j'ai dit, ah ouais, ok, bon, c'est pas mal et tout. Puis je lui dis, ouais, mais tu vois, les gens, ils n'ont pas compris, ils ont les mêmes questions que moi, voire même plus, etc. Je lui dis, mais tu sais quoi, il faudrait faire un podcast. Et j'avais lancé l'idée un peu comme ça. Et David, ça lui a plu. Il s'est dit, putain, c'est une bonne idée. Donc il en a parlé un peu dans le groupe UTMB, voilà, parce ils sont un sacré paquet quand même. Et finalement, ça a plu aussi à Michel, qui s'est dit, c'est une bonne idée, plutôt que d'expliquer voilà, par des longs articles un peu pompeux, on va faire une discussion. Et on a fait ça, et donc moi je suis arrivé avec mes gros sabots dans les locaux de l'UTMB. Bon, c'est simplement un petit immeuble dans Chamonix, il n'y a rien de très présomptueux. C'est au final très simple. Ça ressemble d'ailleurs à la petite PME dans laquelle j'avais travaillé en 2016. Ça t'a rappelé des souvenirs? Ouais, on s'est mis dans la salle de réunion, et tout, donc ça rappelle le souvenir. Et voilà, et Michel, qui est quelqu'un de très sympathique, voilà, on sent qu'il pratique régulièrement le sport à l'extérieur, hein, tu vois, belle musculature, bronzé, etc. Type bien épanoui. Et puis c'est parti pour 2 heures de discussion. Bon, tu vois, Michel Poletti, c'est quand même quelqu'un qui a un peu de taf dans la journée. Et voilà, il prend le temps d'expliquer très calmement ce qu'il avait en tête, en sachant pertinemment qu'il y a des choses qui plairont, des choses qui plairont pas. Voilà, il pose tout sur la table. Et puis moi, tu vois, j'ai continué à poser des questions. En fait, tant que c'était pas clair dans ma tête, je continuais à lui dire et ça, et ça, et ça. Et au final, j'ai même fait des dessins sur ma feuille en même temps pour bien comprendre leur système un peu pyramidal, avec d'abord les événements qualifiers, qui ça, ce sera les trails entre guillemets normaux, j'ai envie de dire. Puis les événements event, là vraiment, vous allez mettre un pied dans la machine UTMB, vous allez être un peu comme à l'UTMB. Les événements major qui seront comme les events, simplement il n'y en aura que 3 dans le monde. Et puis l'UTMB, le jour J, fin août. Déjà, je n'ai pas de lien avec l'UTMB, je souhaite en parler de manière très ouverte. Ouais, moi non plus, ils n'ont pas voulu me donner d'argent, ils ont Ouais, refusé, j'étais très déçu d'ailleurs. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai absolument aucun lien avec l'UTMB. Donc là, l'idée, c'est de parler clairement de ce nouveau format et d'en débattre après sur divers points. Mais dans un premier temps, je voulais un petit peu rappeler. Alors, je vais essayer, ça va pas être simple, mais je vais essayer de parler de manière un peu, dans les grandes lignes, ce qu'était l'ancien format et ce que va devenir le nouveau format. Donc pour l'ancien format, nous étions sur des participations à des événements affiliés à l'UTMB, un petit peu partout dans le monde et principalement en France, dans lequel nous avions des points ITRA qui nous permettaient, en obtenant un nombre de points minimum ITRA, de participer au tirage au sort des différentes courses de l'UTMB. Donc ça, c'était l'ancien format. Nous sommes d'accord? C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est ça. Et c'était un peu compliqué parce que si tu veux, les gens se perdaient entre la cote ITRA, qui était un peu ta valeur sportive, et des points ITRA qui étaient acquis simplement en finissant des courses plus ou moins longues. On Donc est tu avais d'accord. 2 choses dans l'ITRA qui faisaient que tu vois, le mec qui n'était pas encore habitué, rodé au système, il se perdait un peu quelquefois. D'accord. On est bien d'accord que ça fonctionnait comme ça. Bon, là, on va partir du principe qu'on parle pour les coureurs de milieu de peloton, hein, pas forcément pour les élites, parce que ça sera quand même différent. Dans le nouveau format de l'UTMB World Series, il y aura des qualifiers, donc ce que tu disais, hein, ce sont des événements qui seront un peu l'équivalent de ce que c'était aujourd'hui, c'est-à-dire un peu partout en France et dans le monde, et dans lequel par le biais de ces événements-là, il sera possible d'intégrer le Running Index, qui est un nouvel indice de performance qui a été mis en place par l'UTMB. Mais ces événements-là ne donneront pas accès au tirage au sort de l'UTMB. En fait, ces événements-là donneront des possibilités préférentielles d'intégrer une trentaine d'événements events dans le monde qui permettront, eux, d'obtenir des Running Stones et donc de participer au tirage au sort. Est-ce que c'est ça, Hugo? Ouais, c'est exactement ça. En fait, les événements qualifiers vont être très simples pour tous les organisateurs, puisqu'aujourd'hui, tu vois, moi, en tant qu'organisateur du niveau Les Revards, je devais souscrire une cotisation financière à l'ITRA. Ensuite, c'était assez exigeant. Ils demandaient pas mal de choses sur la course. Il fallait rentrer sur le site internet. Enfin, c'était assez pénible. J'avais un bénévole qui faisait ça. Et là, maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Simplement, je vais, entre guillemets, déclarer ma manifestation à l'UTMB avec un formulaire qui va faire 10 lignes et qui sera gratuit. Donc, bon, là, on va économiser 100 euros. Écoute, hein, c'est toujours bon à prendre.
Donc, ouais, voilà, n'importe quelle course de trail en France pourra être qualifier. Ça va leur prendre 10 minutes de remplir le formulaire. Et ensuite, les coureurs qui participent, ils vont avoir un indice de performance suivant le temps qu'ils mettent à finir la course. Et une fois qu'ils ont fait ça, si jamais ils veulent s'inscrire sur un événement event, si cet événement se déroule à guichet fermé, qui est un tirage au sort, tu vois, il y a beaucoup de courses en France aujourd'hui qui proposent des tirages au sort, hein. Grand Raid de la Réunion, Templier, Échappée Belle. Si ces événements passent event, eh bien, quelqu'un qui a fait des qualifiers, voilà, il aura un peu plus de chances d'être tiré au sort, par exemple. Et puis, ouais, une fois qu'il est sur la course event, s'il l'a fini, il a 1 ou 2 running stones, je ne sais plus. Et après, avec ça, il peut participer au tirage au sort UTMB. Donc, en gros, tu as un étage de plus, en fait, pour aller à l'UTMB. On est d'accord. Donc, il ne sera possible de participer au tirage au sort de l'UTMB que par le biais de ces 30 events qui auront lieu au travers le monde. Et on attend encore le calendrier et la liste des événements qui composeront ces 30 events. Alors, vous avez parlé avec Michel d'un truc hyper important, l'aspect rachat des courses qui participeront, qui seront présentes dans la liste events, l'aspect rachat des courses par l'UTMB. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là et de ce qui a été dit par Michel? Exactement. En fait, les courses qui vont devenir un événement event vont. En fait, il faut bien comprendre que les courses qui vont devenir un événement event étaient déjà des très grosses courses, des très grosses organisations. Donc, qui dit très grosse organisation, dit gérée par un professionnel. La Maxi Race, vous avez des salariés qui gèrent la Maxi Race. Alors, ils ne sont pas très nombreux, ce n'est pas l'UTMB, mais néanmoins, vous avez des professionnels sur la Maxi Race. Vous avez des courses qui sont très conséquentes. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils soient professionnels, parce que je ne connais pas vraiment, mais Volvic est une très grosse compétition. Les Templiers, bien sûr, sont une très grosse compétition. Voilà, on en a quelques-unes en France. Et puis, bien sûr, il y en a aussi à l'étranger. Toutes les courses Ultra Trail World Tour, l'Eiger en Suisse, le Lavaredo, toutes ces choses-là sont gérées par des professionnels à leur tête. Le Swiss Canyon Trail, que j'ai fait récemment, là, début juin, est géré par Patrick Christina, qui est professionnel, etc. Et donc, ces gens-là, en fait, ont déjà, tu vois, des sociétés déclarées, des choses comme ça. Et donc, en fait, au lieu d'être patron de leur course et puis l'histoire s'arrête ici, l'organisateur va continuer à gérer sa course comme il le faisait. Simplement, au-dessus de lui, il va y avoir un patron. C'est-à-dire qu'avant, il était patron, il faisait ce qu'il voulait. Et maintenant, il aura un N+1 pour coller un peu au monde de l'entreprise. Il aura un N+1, donc lui, il va faire tout comme avant pour que sa course, parce que si l'UTMB veut intégrer une course en tant qu'event, c'est parce que la course remplissait déjà tout un tas de critères positifs. Et simplement, ils vont devoir se plier à plusieurs aspects. Au niveau de la sécurité, il va falloir que ça soit conforme aux attentes de l'UTMB qui sont assez exigeantes, mais ça, c'est tant mieux. Il va falloir qu'ils se plient au système de chronométrage qui devra être. Il peut être assuré par un prestataire, mais à la fin, il faudra que ce soit aussi sur LiveTry. Donc là, je pense que la majeure partie des grandes courses le faisait parce que LiveTry, c'est ce qui donne un peu plus de visibilité à votre course. Voilà, il y a des critères à prendre en compte pour que l'événement colle un peu aux règles UTMB, mais moi, je pense que ça va pas trop chambouler parce que c'était des grandes courses qui, en fait, quelque part, copiaient déjà un peu le système de fonctionnement de l'UTMB, donc ça va pas modifier grand-chose. Donc ces events, je le répète, parce il peut y avoir confusion par rapport au fait que les courses qualifiers soient qualificatives pour l'UTMB, mais pas du tout. Elles permettent juste d'entrer dans le système du Running Index et de donner des préférences, des possibilités supplémentaires de pouvoir intégrer un event. Donc ces 30 courses à l'international et en France. On va parler un petit peu du positionnement des coureurs élites dans le système. Alors, ça se jouera plutôt. Alors, je vais un petit peu dresser le tableau de la manière dont vont pouvoir se qualifier les élites. Il y aura 3 places réservées pour les majors. Donc, il y aura 3 événements majors, un en Amérique, un en Europe et un en Asie. Sur ces 3 événements continentaux, les 10 premiers de ces événements seront automatiquement qualifiés pour les finales, donc qui auront lieu à Chamonix. Et les
et les 3 premiers des events seront aussi automatiquement qualifiés, c'est ça? C'est ça. Et du coup, ben, ça fait un certain nombre parce que si tu as 30 événements events, tu fais 30 fois, tu fais 30 fois 3, ça fait 90 élites invitées, avec les femmes 180 parce que c'est équivalent. Donc tu as 180 élites invitées plus 30 hommes, 30 femmes au major, ça fait 240 dossards élites. Donc au final, ça en fait beaucoup. Et après, moi, je pense que ça va quand même changer un peu la physionomie parce que, tu vois, à mon avis, les courses event, ça c'est mon avis, hein, mais elles vont pas toutes avoir le même niveau. Donc il y a des courses où ce sera plus facile de se qualifier en tant qu'élite et puis des courses, ce sera plus dur. Donc certains élites vont passer à la trappe. De ton point de vue, il y aura un certain déséquilibre par rapport à cet aspect-là, quoi. Ouais. Mais bon, après, bah, soit il va falloir être très fort sur la course event pour se qualifier, soit il va falloir viser une course pas trop connue encore et pour aller se qualifier là-bas pour un élite, hein, bien sûr. Pour les coureurs normaux, ça change rien. Euh, ouais, j'attends de voir un peu ce système pour les courses élites. Ça va un peu comment dire, redistribuer un peu les cartes. C'est bien, ça met un petit coup de pied dans la fourmilière, ça va en réveiller certains. Parce que bah, pour l'instant, on les a pas trop entendus. Tu vois, les athlètes de haut niveau, il y a des nouvelles règles de l'UTMB qui ont été publiées. Bon, personne s'est exprimé dessus. Voilà. On verra bien comment ça va se passer. Le but n'étant pas aujourd'hui de parler trop de l'organisation, parce que là, comme vous l'avez entendu, c'est un petit peu compliqué à expliquer, et je pense qu'il va falloir se faire la C'est qu'on n'a pas main. de calendrier encore. C'est pour ça qu'on a du mal Ouais, à se projeter aussi. on a du Mais mal à se projeter, il va arriver, ouais, cours de l'été. Et puis, je crois qu'en octobre, il sera acté, apparemment. C'est ce qu'il disait. donc on essaie un petit peu d'établir la manière dont ça va se passer, mais c'est pas évident. Et puis, en fait, Nicolas, il va y avoir un peu de temps pour se faire la main parce que Ouais, pour l'édition 2022, c'est encore l'ancien système qui prime. c'est ce qu'il Là, disait Michel. Ouais. à partir de janvier 2022, tu auras tous les events, tout ça qui sera en place. Et à ce moment-là, tu pourras y participer. Mais tout ça, en fait, c'est dans le but de te qualifier pour l'UTMB 2023. Parce que il faut avoir fait une course de l'UTMB, non pas dans la dernière année, mais dans les 15 derniers mois. Ce qui est un peu plus large. Donc on retrouve toutes ces comment dire, particularités dans l'épisode que tu as fait avec Michel. Alors écoutez-le une fois, deux fois, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de détails dans cet épisode-là, et on y trouve toutes les informations nécessaires au renseignement. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un tournant dans l'histoire du trail, de ton point de vue? Alors moi, je vais commencer par donner le mien, si tu veux bien. Bah, Je bien pense sûr. que ce nouveau règlement du UTMB marque un tournant dans le sens où ça va, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, ça va asseoir le fait qu'il y ait deux mondes dans le trail. De mon point de vue, on peut résumer ça un peu au monde trail pro et au monde trail d'association, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, le trail est la grosse course et la course au saucisson. Euh, c'est ce qui va marquer clairement une différence entre ces deux mondes-là. Je pense elle y était jusqu'à présent, mais par le biais de cette UTMB World Series, on va clairement rentrer dans l'ère d'une énorme différenciation entre ces deux mondes. De mon point de vue, c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque on est dans un pays libre, on a la liberté, tu le disais tout à l'heure, de choisir sur quel format on veut être. Et au lieu de se positionner toujours sur le mode critique de l'autre organisation, euh, on peut prendre conscience qu'il y aura deux formats de compétition et on a la liberté de choix et de choisir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, je suis comme toi, je trouve ça pas mal parce que, tu vois, avant, j'étais speaker parfois sur des gros événements, parfois sur des petits événements. Et puis, il y a tout un tas de gens, des fois, qui comprenaient pas pourquoi au départ d'une course, bah, ils demandaient à peine une couverture de survie, puis pourquoi des fois, au départ d'une course, ils demandaient une grande liste de matériel obligatoire. Et maintenant, bah, ce sera acté, enfin, ce sera acté. Vous allez avoir tout un tas de trails, et il y en aura énormément en France, parce que ça va pas bouger, ça va continuer à se développer, c'est sûr, avec une organisation, voilà, bénévole, taille humaine, etc., où là, ce sera un peu à la cool, tranquille et tout, on peut s'inscrire quasiment jusqu'au dernier moment, etc., etc. Et puis, par contre, vous allez de temps en temps arriver sur un vrai gros événement. Euh, Déjà, ce qui peut être pas mal, c'est que
voilà, certains avaient peut-être envie de faire l'UTMB parce que c'était un gros événement, mais voilà, c'est loin de chez eux, c'est une date qui leur correspond pas, etc., etc. Et là, peut-être vous allez avoir un événement event qui va être soit plus proche de chez vous, soit une date qui va un peu plus vous convenir. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment goûter à un gros événement sans forcément être focus sur l'UTMB. Ça, c'est possible aussi. Tu auras plus peur. Quand tu vas arriver sur un gros événement, tu vas le savoir. Avant, tu vois, peut-être t'arrivais sur un gros événement, mais tu le savais pas trop parce que finalement, c'était pas loin de chez toi. Puis t'es pas trop sur les réseaux sociaux, donc tu regardais pas leur communication. Puis tu débarques, il y a 3000 personnes. Ah putain, il y a la queue pour prendre le dossard et tout, c'est chiant, machin. Enfin, tu t'attendais pas à ça. Maintenant, quand tu vas débarquer sur un gros événement, bah, tu vas le savoir. Donc, tu pourras aussi anticiper, parce que qui dit gros événement dit un peu de monde, dit voilà, faut se garer plus loin, faut ceci, faut cela. Donc, moi, ouais, je trouve c'est pas mal. Est-ce que tu penses que ce nouveau format va creuser l'écart entre les typologies de trailers, entre les élites et les professionnels et les non-élites? Moi, je suis pas sûr, je pense pas, parce que au final, tu vois, les coureurs qui sont entre guillemets élites aujourd'hui, ils ont déjà leurs habitudes, tu vois, depuis 5 6 ans. Ils ont déjà un calendrier qui se ressemble un peu chaque année. Ils ont les courses à côté de chez eux qui leur font plaisir. Donc, je pense qu'ils vont continuer à faire un peu les mêmes choses. Après, tu vois, une fois ou deux dans l'année, ils vont peut-être changer un peu d'objectif. Euh, mais je pense pas que les changements vont être fondamentaux. Et puis après, même pour le coureur, entre guillemets, purement amateur, bah, lui, il va pouvoir participer comme d'habitude à tous les trails autour de chez lui. Et puis après, par exemple, s'il choisit d'un jour de vouloir faire l'UTMB, le chemin, entre guillemets, va être tout tracé. Il sait qu'il va devoir faire telle course, puis postuler au tirage au sort. Alors qu'avant, il allait chercher ses points un peu à droite, à gauche. Fallait qu'il regarde s'ils étaient encore valables, s'il en avait assez, etc., etc. Tandis que maintenant, le chemin, il est un peu plus simplifié. Euh, et il va permettre de trier un peu de monde. Normalement, l'UTMB devrait recevoir un peu moins de demandes d'inscription, ce qui fait que vous aurez plus de chances de... Quand vous allez vous inscrire à l'UTMB, vous aurez plus de chances d'être pris au tirage au sort. Tu vois, le fait de rajouter un étage permet un peu de trier. Et le gars qui va vouloir s'inscrire, c'est vraiment celui qui est très motivé, qui a ça comme projet. Et, euh, et normalement, il aura plus de chances d'être tiré au sort. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu t'inscris pour la première fois à l'UTMB, bon, faut être un peu chanceux, quoi. Ok, pour ça, un autre sujet qui je trouve important, il a été dit, hein, notamment par Michel dans ton épisode, que à la base, l'Ultra Trail World Tour, qui a été créé en 2013, l'idée de départ, c'était faire voyager les trailers au travers le monde. Et puis, en gros, c'est une espèce de machine arrière idéologique là, qui est en train de se passer, en mettant en avant le fait que l'UTMB World Series va favoriser les gros événements proches des gens. Euh, Moi, Mm. sur ce sujet-là, j'ai un point de vue qui est pas trop en accord avec Michel notamment. Euh, je pense qu'avant, on avait la possibilité de participer à l'UTMB en faisant, et ça a été mon cas notamment, des courses qui étaient très proches de chez moi et en obtenant des points ITRA, etc. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression comment dire, en limitant ces events, ça va forcer, entre guillemets, ceux qui veulent participer à l'UTMB à voyager, de mon point de vue. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, ce qui est sûr, c'est que le type comme toi qui avait l'habitude d'aller chercher ses points ITRA proches de chez lui, lui, il va être obligé d'aller sur un événement event une fois tous les 15 mois. Sans ça, il ne pourra jamais participer à la loterie. Donc, il va falloir programmer une course event tous les 15 mois, si tu veux faire l'UTMB encore une fois. Donc, suivant ta situation Sachant que géographique, tu n'as pas forcément la possibilité d'être tiré au sort, même en participant à cet event. ah bah alors après, si tu es quelqu'un qui est très pressé, qui veut participer tout de suite, etc., etc., tu peux, euh, tu peux augmenter tes chances en participant à plus d'événements event. Mais après, ça te regarde. Néanmoins, quand tu participes à un événement event, alors je crois que même ta Running Stones est valable plus longtemps, je crois. Alors, je me rappelle plus, il l'évoque à un moment donné. Donc, il me semble que tu n'es même pas obligé d'en faire une toutes les 15 mois. Mais c'est vrai que du coup, tu vas être obligé à un moment donné de prévoir d'aller sur un event. Alors, suivant ta situation géographique, c'est vrai que ça peut t'amener à faire un voyage. C'est vrai. Ça va dépendre des gens. Après, toi, tu vois, tu es peut-être quelqu'un qui voyage et pas beaucoup. Mais autour de moi,
tous ceux qui courent à peu près, c'est vrai que souvent, tu vois, c'est des gens que je côtoie, donc c'est des gens un peu qui me ressemblent, avec qui j'ai des affinités, c'est des amis, etc. C'est vrai que la moyenne, je dirais, ils voyageaient une fois par an à peu près. Tu vois, ils allaient faire une petite course en Espagne, ils allaient se faire un truc en Italie. Aux Canaries, tu avais énormément de Français sur la Transgran Canaria. Mhm. À Cape Town, je crois que tu avais quasiment 25% de participants français, c'est énorme. Le Grand Raid de la Réunion, bon, c'est en France, mais il faut prendre l'avion quand même, néanmoins. Mhm. Donc finalement, tu avais déjà pas mal de gens qui voyageaient. Du coup, est-ce que ça va augmenter, diminuer? Je sais pas, il faudra voir au bout d'un an, 2 ans, si c'était une grosse bêtise ou pas. Encore une fois, moi, je suis pas certain que ça change grand-chose parce que, tu vois, les gens qui voyageaient une fois, peut-être 2 fois, 3 fois pour certains, ceux qui avaient le plus de dispo, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir voyager plus, tu vois? Parce que, à un moment donné, ils ont une famille, à un moment donné, ils ont un travail, tu vois? Est-ce qu'ils vont pouvoir se rajouter ces voyages? Je suis pas sûr. Alors après, ils vont peut-être mieux les cibler, je sais pas. Ouais. On verra, comme on disait, on verra avec Encore une l'application de fois, ce. quand on n'a Ouais, pas le calendrier, tu vois, c'est difficile d'avoir c'est un sûr. avis vraiment prononcé, combien il va y Mm. avoir de courses en France, où est-ce qu'elles sont, etc. Parce que tu vois, Ouais. si tu as 5-6 gros événements en France, je pense que la majeure partie des Français pourront avoir leur Rolling Stones sans faire d'avion ou de choses comme ça. Mhm. Mais encore Bon, une fois, tu vois, c'est à voir. on verra. Dernier sujet, et ça c'est un sujet qui est important pour moi. Je pense que Michel et Catherine ne se sont jamais cachés que l'UTMB est un business depuis le début. On peut considérer que c'est une réussite, je pense, puisque étant donné que c'est devenu l'événement incontournable, puisque j'écoute beaucoup de podcasts américains notamment, c'est une réalité. Hein, l'UTMB est considéré comme la Coupe du Monde du trail, donc on peut y aller par tous les chemins possibles, c'est une réalité. Et on peut considérer aujourd'hui que Michel et Catherine ont fait quelque chose qui fonctionne, qui fonctionne. Et euh, je suis moi favorable au fait qu'on ne soit pas obligé de toujours regarder ce qui est fait par Michel et Catherine de manière négative, et plutôt de le regarder de manière comme une belle réussite. Je Bah sais pas ouais, ce que tu parce en que penses tu toi. vois, moi je suis arrivé dans leurs locaux là pour enregistrer le podcast. Il y avait une quarantaine d'employés, donc ces gens-là, si aujourd'hui ils ont un salaire, c'est aussi parce qu'il y a Michel et Catherine qui ont créé une entreprise. Donc ça, tu vois, il faut pas l'oublier en fait. Quand vous êtes salarié, vous pouvez vous plaindre de votre patron parce qu'il est méchant, parce qu'il veut que vous bossiez beaucoup, etc. Ceci, cela. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de salaire. Donc faut aussi, voilà, faut aussi, euh, faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et puis au début, ils ont lancé ça, c'était très petit, l'UTMB en 2003, 600 coureurs, je crois. Ça a grossi parce que faire le tour du Mont Blanc, ça fait triper tout le monde. Et à un moment donné, en fait, soit ils bloquaient les inscriptions et on restait petit et voilà, soit on devenait plus gros. Et eux, ils ont fait le choix de devenir plus gros. Et du coup, plus tu deviens gros, plus il faut ceci, plus il faut cela, et plus ça se professionnalise. Et à chaque fois, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes. Et ouais. On est d'accord. De toute manière, pour conclure sur ce sujet, on aura Et après, certainement Nico, tu parlais des USA, là, justement. un- Euh, Nous, en tant que Français, voilà, l'UTMB, c'est pas loin de chez nous. Bon, si vous êtes breton, c'est un peu plus loin, mais on va dire, ça reste quand même, voilà, c'est en France, on connaît bien. Quand vous êtes aux États-Unis, tu vois, Michel et Catherine, ils voyaient aussi, enfin, pas que, bien sûr, tous ceux qui gèrent un peu le truc, ils voyaient énormément de coureurs étrangers qui se dirigeaient vers l'UTMB. Là, maintenant, ça va permettre de, quelque part, les calmer un petit peu. Il va y avoir des events sur le continent américain et il va y avoir un événement major sur le continent américain. Ce qui fait qu'aux USA, les types vont être un peu moins frustrés parce qu'ils vont retrouver un peu l'ambiance UTMB à côté de chez eux. Et pareil en Asie. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, nous, en tant que Français, on a l'UTMB proche de chez nous, on a vachement envie et tout. Mais il faut regarder aussi que dans le monde, ça fait envie aux autres. Mais pour les autres, tu vois, c'est compliqué d'y aller quand même. De toute manière, je pense qu'aujourd'hui, on le disait, enfin moi, c'est mon point de vue sur ce sujet, c'est un vrai marqueur là, chronologiquement, c'est un vrai marqueur de, du trail professionnel versus le trail associatif. Voilà, moi c'est ce que je retiens aujourd'hui dans cette décision-là. En fait, dès que ta course elle augmente de participants, il y a tout un tas de problèmes qui se créent. Nous, par exemple, au niveau Les Revards, on accueille aujourd'hui 1500 coureurs. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on est plein et on refuse quelques personnes. Parce que s'il y en aurait plus, on ne pourrait pas tous les garer sur le parking. C'est très simple. Mhm. Déjà là, il y en a quelques-uns qui se garent un peu loin. Et en plus, la salle, en cas de mauvais temps, et c'était le cas en 2019, elle ne pourrait pas accueillir tout le monde. Donc nous, on est à notre limite. Si on voudrait faire plus, il faudrait mettre en place des systèmes de navettes, il faudrait une deuxième salle, enfin voilà, plein de choses pénibles.
au niveau de la sécurité, il faudra augmenter des trucs. Et je pense que du coup, on sera obligé d'augmenter le dossard. Au niveau de la Maxi Race, ils ont aussi une problématique, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un certain nombre de coureurs, et puis on l'a vu, c'était en 2019, je crois, avec des images terribles de bouchons du côté des dents de l'Enfant, du Roc de l'Ancrona. Et du coup, pour 2020, ce qu'avait prévu Stéphane Agnoli, qui est à la tête de l'événement, et son équipe, c'était de couper le marathon en 2 courses, une vraiment très difficile, une plus accessible, et de diminuer à chaque fois les dossards pour avoir moins de bouchons. Malgré tout, tu vois, il a reçu le fait de diminuer les dossards, il a reçu quelques mails de coureurs pas contents parce qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire, etc., etc. Donc c'est toujours un peu délicat, et tu vois, certains font un peu machine arrière comme Stéphane parce qu'ils voient qu'ils arrivent à des limites sur l'événement. Donc c'est difficile de créer un gros événement. Alors il faut, bien sûr, ils sont toujours critiquables ces gros événements. Mais on est quand même toujours très heureux de participer à un gros événement parce qu'on voit du monde, parce que c'est classe, etc., etc. Donc, s'ils n'existeraient plus, on serait quand même triste quelque part. Donc, il faut aussi, tu vois, il faut émettre des critiques, bien sûr. On ne va pas à chaque fois valider tous leurs choix les yeux fermés. Mais il faut aussi reconnaître que derrière, il y a un peu de boulot. C'est clair, non, c'est la vraie distinction entre les événements pro est reconnu comme tel et Michel le dit très bien dans ton épisode, il dit à partir d'un certain nombre de coureurs et d'une certaine type d'organisation, il faut passer sur un mode professionnel et les associations ne peuvent plus gérer ce type d'événement. Et il faut simplement qu'on admette on choisit sa pratique du trail. Est-ce qu'on veut participer à des événements plus restreints ou des événements professionnels? Et pour participer à des événements professionnels, eh ben, ça engendre des équipes professionnelles. Moi, je pense qu'il faut. Et on peut faire les deux, hein. On n'est pas obligé de choisir ou l'un ou l'autre. On peut aimer les deux côtés de cette pratique. Et je pense qu'on ne pourra pas aller sans les deux côtés de cet aspect-là, je pense. Ah non, parce que le jour où tu fais disparaître les gros événements, finalement, tu as un organisateur qui va se dire ah putain, mais moi, je vais faire grossir le mien, puis le gros événement reviendra, etc., etc. Donc après, suivant les affinités de chacun, on se positionne sur telle ou telle course, puis voilà. Tout à fait. Bon, merci Hugo de nous avoir fait part de tout ton savoir là sur ce sujet-là par rapport à ce qui a été dit avec Michel. Et je le répète, si vous voulez plus de détails par rapport à l'organisation, filez sur l'épisode du podcast de Ferrari ou de Trailer des Vergondés. On va passer au dernier sujet que je souhaite aborder. Alors, la sécurité lors des ultras. Ce sujet m'a été bien évidemment inspiré par ce qui s'est passé récemment en Chine, où il y a eu, je crois, 21 trailers décédés lors d'un événement. Et donc sans pour autant avoir l'objectif de rebondir sur un événement absolument tragique. Mais je pense que ça peut ouvrir la porte à un débat ou à une discussion sur ce sujet hyper important, qui est plus précisément l'obligation d'avoir du matériel obligatoire sur des ultras. Déjà, de ton point de vue, est-ce que toi, tu as participé à des événements sur lesquels tu as constaté des différences énormes de ce point de vue-là? Ouais, alors sur les ultras, t'as pas toujours le même matos obligatoire. Après, tu vois, quand je suis speaker, je prépare l'événement, donc je regarde les règlements, puis je le rappelle tout au long de la journée. Sur les ultras en France, enfin tous ceux que j'anime, t'as quand même un sacré paquet de choses qui sont demandées. Normalement, les coureurs sont assez bien lotis. Tu vois, à partir du moment où tu as une veste convenable, une couverture de survie, tu peux survivre à peu près à tout et n'importe quoi, enfin, du moins en France, parce que c'est assez facile d'accès à chaque fois pour les secours. Le problème qu'il y a eu en Chine, c'est que c'était au nord de la Chine, limite Mongolie. Enfin, c'est une région extrêmement pauvre, donc éloignée de toute ville. C'est un lieu géographique qu'on ne connaît pas, nous, en France. Donc, je pense que c'était difficile d'admettre un avis là-dessus. Puis les coureurs, apparemment, des témoignages qui ont été faits, étaient partis avec du matériel. Simplement, il n'était pas suffisant pour lutter contre cette tempête qui était extrême. C'était vraiment quelque chose de très violent. Je te coupe Hugo, mais là le but de parler de ce sujet, c'est bien évidemment de pas de juger ou quoi que ce soit, parce que moi-même je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé là-bas, mais vraiment de parler de notre situation à nous et de nos événements qu'on connaît plus proche de chez nous. Ouais, après, tu as quand même des différences en termes de secours sur les organisations. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais sur la montagnarde, quand je vais
le MadTry, voilà, il y a Mountain Medic Secure, ils sont aussi à Samoin, ils sont aussi sur l'échappée belle. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous blesser sur ces courses, ils vont vous prendre en charge. C'est vraiment une équipe de professionnels et évidemment, ça nécessite un coût pour l'organisateur, hein, c'est très élevé. Mais voilà, le gars, il reconnaît le parcours à pied avant, il capte le réseau à tous les endroits où c'est bon, il note quel opérateur est plus efficace qu'un autre. Il déploie ses équipes avec des quads, avec des VTT électriques. Il a bien sûr l'hélicoptère qui est à dispo. Donc là, vous êtes vraiment. Il peut rien vous arriver. Hein. Après, vous faites mal, mais on va venir vous chercher. Pas de problème. Après, il y a des courses où c'est un peu plus léger. C'est un peu, voilà, c'est un peu la Croix-Rouge, c'est un peu la sécurité civile sur des petits rails. Bon, là, peut-être vous allez attendre les secours un peu plus longtemps si vous vous faites mal. Donc, il faut se méfier. Vous n'allez pas avoir la même prise en charge partout en France. Après, fort heureusement, on est rarement dans des coins extrêmement reculés, donc on va toujours y arriver. Mais vous n'avez pas les mêmes secours sur toutes les organisations. Ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, notamment avec l'exemple de l'UTMB, c'est des secours, une équipe de secours, ça coûte des sous. Ah oui, oui. Puis Et bon, beaucoup de alors, sous. il y a encore le problème des 3 pays qui, tu vois, c'est jamais facile, même si aujourd'hui c'est plus facile qu'en 1980. Le dialogue entre les 3 pays, tu vois, c'est toujours un peu pénible. Il y a toujours plus de personnes à prévenir, etc., etc. Donc, eux, ils ont vraiment des secours conséquents. Et puis, je te disais, voilà, les événements que je connais, Samoin, Montagnard, là aussi, les secours, il y a un sacré billet qui est mis, mais on peut venir vous chercher n'importe où. Et toi, ton point de vue, c'est quoi? Matériel obligatoire ou pas en ultra? Ouais, ben, le matériel obligatoire, malheureusement, on est obligé de le demander parce que il y a beaucoup de coureurs qui sont quand même un peu débutants ou qui viennent à la montagne sans trop connaître, qui sont un peu étonnés. Tu vois, moi, j'aime bien regarder un peu ce qui se passe sur le groupe Facebook. Bref, je fais du trail parce que ça te donne un bon Hmm. sentiment des trailers français en règle générale, puisqu'ils sont de toute la France. Et régulièrement, en juin, tu as des posts de gens qui veulent se faire des sessions en montagne alors qu'il reste 2 mètres de neige, tu vois. Donc, tu vois, c'est des gens, ils mettent les pieds dans un endroit qu'ils connaissent pas du tout. En plus, en montagne, suivant où est la neige, tu peux te retrouver bloqué. Malheureusement, tu peux pas redescendre. Et alors, passer la nuit là-haut, s'il fait mauvais, etc., c'est un vrai problème. Et c'est tout à fait prodigieux. Enfin, moi, je comprends même pas comment ça peut arriver. Mais les secours sont déjà venus chercher 2 trailers à la Croix du Nivolet. Quand tu es né à Chambéry et que tu habites là depuis 20 ans, enfin plus de 20 ans même pour moi, tu comprends même pas comment c'est possible d'être bloqué à la Croix du Nivolet. Eh ben si. Donc, on est obligé de dire aux gens, voilà, il faut telle veste, il faut la couverture de survie. Bon, le bandage, ça se discute, mais voilà, certains le demandent. On est obligé, on ne peut pas laisser partir les gens parce que malheureusement, tu aurais quelques têtes brûlées. Alors, ça va être peut-être 1%, mais 1% de 1000 coureurs, bah, ça en fait quand même 10. Et si 10 coureurs ont un problème grave sur un trail, ça fait très mauvaise presse. Puis s'ils meurent, bah, évidemment, c'est très embêtant. J'ai appris récemment que sur les événements aux États-Unis notamment, hein, que ce soit, alors il me semble sur la Hard Rock ou sur la Western State, il y a une décharge de responsabilité absolument définitive quand on s'engage dans ce type de course. Est-ce que c'est le cas sur les événements nationaux? Ben non, en France, normalement, ça n'a pas de pouvoir juridique. Donc, même une organisation qui ferait signer une décharge à des coureurs, le coureur, s'il a un gros souci, il pourrait quand même faire un procès d'organisation. Puis après, bon, ben voilà, un procès, il y a toujours une issue, on ne sait pas trop, etc. Donc, nous, au niveau de la loi, c'est pas vraiment comme les États-Unis. Euh, Après, je ne crois pas qu'ils aient déjà eu des problèmes à la Western et à la Hard Rock. Donc, il faudrait voir si cette décharge tient vraiment en cas de gros problème. J'en suis pas convaincu. Donc, ouais, c'est compliqué. Ouais. Et toi, en tant qu'organisateur sur le trail niveau les Revards, t'as un ultra ou pas? Je sais plus. Non, j'ai un Non. 50 km. Alors, j'ai dans l'idée de faire un 80, mais ça demanderait un peu plus de bénévoles, ça demanderait de Mhm. réfléchir au niveau du site. Donc, bon, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas d'actualité. Nous, sur le 50, on n'a pas de matériel obligatoire. Par contre, on publie une liste de matériel conseillé Mhm. et on fait beaucoup de prévention en amont. On dit, voilà, vous allez passer à tel endroit, etc. Et surtout, la semaine de la course, on va vachement parler de la météo parce que nous, au Nivolet, en 2018, il faisait soleil 30 degrés. Donc là, on a mis l'accent sur l'eau, voilà. Buvez, hydratez-vous, mouillez-vous, prenez une éponge. Enfin voilà, on a fait tout un laïus sur survivre à la chaleur, en gros.
On n'a pas eu de soucis. En 2019, il faisait très mauvais, très froid, 20 centimètres de neige sur les sommets. Là, pareil, toute la semaine, on a dit voilà, la météo se dégrade de plus en plus ce week-end, ayez bien la veste. À notre avis de coureurs de ce massif, on pense que le collant, c'est quasiment obligatoire. Faites attention avec la neige, vous allez vous brûler les jambes, même si vous n'avez pas froid, vous allez vous brûler les jambes. Et au final, au départ, quand j'ai donné le départ, quasiment tout le monde avait le collant. Quelques-uns ont eu le short, mais personne s'en est plaint. Et on n'a pas eu de soucis. Ouais. Donc, mais encore une fois, nous, même quand tu es sur les sommets, entre guillemets, t'es jamais à plus de 20 minutes d'une route. Donc, si tu veux, on peut aller chercher quelqu'un rapidement. Tu sais ce que tu encours en tant que responsable d'une course? Je crois que tu es président du Trail Niveau Les Revards. Qu'est-ce que tu encours en cas d'accident grave sur un parcours? Non, je sais pas. J'ai préféré jamais demander. Après, j'ai déjà animé un trail où une personne a malheureusement fait un arrêt cardiaque, donc elle est décédée. Et l'organisateur n'est pas en prison, donc ça va. Alors j'ai un petit message à faire passer, tu m'y fais penser là. J'ai discuté avec mon médecin généraliste, qui est médecin du sport aussi. Et un sujet dont on ne parle pas souvent, c'est les falsifications de certificats médicaux. Et il me disait qu'en fait, s'il y a un souci, donc un peu équivalent à ce dont tu viens de parler, un décès par exemple, il est possible que pour chercher les responsabilités, on retourne vers le médecin qui était censé signer le certificat médical. Et du coup, le médecin généraliste ou le médecin du sport doit avoir la possibilité de ressortir une preuve comme quoi il a autorisé le sportif à courir en compétition. Donc en gros, si on falsifie un certificat médical et qu'il se passe quelque chose, eh bien en fait derrière on est tout simplement pas couvert. Ouais, c'est bien possible. Ouais. Après, très honnêtement, hein, les certificats médicaux, de ce qu'on reçoit, nous, à la niveau Les Revards, je pense qu'il y en a 70% qui sont faux. Mmh. Et de temps en temps, c'est tellement grossier qu'on ne le valide pas, hein, évidemment, quand on s'en aperçoit. Après, moi, je jette un œil dessus, tu vois. Des fois, j'ai quand même des très gros doutes. Et des fois, tu vois des dates. Alors, les cas un peu rigolos, tiens, pour faire rigoler un peu ton auditoire, c'est qu'une fois, on a reçu un certificat médical, mais qui datait d'après la course. Ouais. Notre course a eu au début mai, et le certificat médical datait de mi-mai, tu vois. Donc, en fait, le mec avait dû modifier la date, mais pas le jour. Enfin, je sais pas ce qu'il avait foutu, mais bon, du coup, c'était grossier. Ou c'était ou c'était Retour vers le futur. Ouais, ou alors, des fois, tu as des gens, je sais pas, ils doivent faire ça sur Paint, enfin, mais c'est dégueulasse. C'est d'un coup, tu as un carré blanc, ou tu as une. Tu sais, quand tu scannes un document, il n'est pas vraiment blanc, il y a toujours des nuances. Et là, d'un coup, tu as un carré blanc avec une date dans une écriture différente. Ça, c'est un grand classique. Bon, bah là, tu le finis. Après, des fois, bah, il y a des gens, tu vois la date, puis en fait, ça te fait tilt. Parce que tu te dis, ah putain, mais ça, c'était tel dimanche, la fête des pères et tout. Mais il n'y a pas de médecin qui travaille le dimanche. Donc, bon, bah là, c'est un faux aussi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont rigolos. Et quand tu t'en aperçois, bah là, il faut absolument ne pas le valider, bien sûr, et demander à la personne de t'en renvoyer un vrai, ou alors une meilleure falsification. Sinon, je pense qu'en tant qu'organisateur, on pourrait te reprocher aussi de mal avoir regardé les certificats médicaux. Donc c'est pour ça qu'on fait gaffe quand même quand on les reçoit. Mais après, je te dis, des fois c'est bien fait, hein, on s'en rend pas compte. Ouais, bien sûr. Tu vas pas diligenter une enquête policière pour savoir si c'est un faux ou pas, mais je pense qu'il y a Non. il y a des conséquences qui ne sont pas négligeables à faire une falsification de certificat médical, je pense. Ah, mais je pense que votre assurance, elle ne va pas vous couvrir si vous avez fait un faux. Ça, en général, les administrations, dès que vous commencez à gruger un peu, tout se passe bien tant qu'on ne le voit pas. Et puis une fois qu'on le voit et qu'il y a un vrai problème à gérer, là derrière, on fait non, mais attendez, là vous avez fait une connerie, là, donc maintenant vous avez payé. C'est-à-dire que là, si en gros il y a un problème, comme je le disais tout à l'heure, on va se retourner vers le médecin généraliste qui est censé avoir fait le certificat et lui sera à même de dire non, j'ai pas reçu ce monsieur ou cette dame-là ce jour-là. Et donc en fait le certificat médical, enfin, il y aura, au niveau des assurances, comme tu le disais, il n'y aura aucune couverture. Donc c'est important de savoir. Ouais, ouais, ou alors ça va être partiel, ou alors ça va être une autre, ou alors il n'y en aura pas. Ouais, tu vois, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va mal se passer. Bref, dans tous les cas, pour revenir au sujet principal, qui est la sécurité lors des ultras, donc de ton point de vue, matériel obligatoire, indispensable dans le cadre
d'une organisation bienveillante qui souhaite mettre fin de mot toutes les chances de son côté et d'éviter les accidents. Moi, pareil, de mon côté, de mon point de vue, je pense que les organisations ne font pas ça pour embêter les gens, mais bien pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'il y ait le moins de problèmes possible. Voilà, c'est mon point de vue. Ouais, puis je pense que tu vois, le job est à faire au niveau des deux parties, c'est-à-dire l'organisation, la semaine avant la course, il va falloir vraiment qu'elle communique niveau météo, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils envisagent, est-ce qu'il va y avoir des gros problèmes ou pas. Le coureur, lui, il faut qu'il soit attentif la dernière semaine, ok, la météo, qu'est-ce que ça raconte, il va faire beau, ah merde, trop chaud, merde, il va falloir que je fasse attention, oula, il va faire froid, il va falloir que je fasse attention, etc. Après, le coureur, il va falloir qu'il se renseigne un minimum, hein. Quand vous faites, par exemple, l'échappée belle, il y a des moments, vous êtes perdu dans les cailloux, bon, même si c'est l'hélico qui arrive, peut-être votre téléphone, ça a mal capté, etc. Donc faites gaffe. Ayez un peu de matos sur vous pour attendre un peu. Et puis, ouais, regardez où vous allez mettre les pieds. Hein, parce que ceux qui ne connaissent pas l'échappée belle, il y a des secteurs où on n'avance pas. C'est très, très long. Donc prévoyez ce qu'il vous faut pour passer ces secteurs de la manière la plus confortable possible. Donc, c'est aussi au coureur, tu vois, de faire un effort en amont, de regarder un peu où est-ce que la trace passe, s'il trouve un peu des photos, etc., des vidéos des années passées, ça peut toujours lui donner une meilleure idée. Et puis, c'est aussi une petite projection mentale hein, sur l'événement, tu vois, quand tu commences à regarder un peu le parcours. Très bien. Bon, on a fait le tour sur ce sujet-là. Merci pour ces conseils-là. Et puis, Hugo, on va continuer notre discussion pour parler un petit peu de ton actualité, pour les Patreons, que je salue et que je remercie de nouveau. Donc, pour tous les autres, je vous dis à bientôt. Et puis, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro des Hors Sentiers. Salut. Adios. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que ce nouveau format intitulé Les Hors Sentiers du LTP vous a plu. Je tenais à remercier de nouveau Hugo Ferrari de nous avoir accordé du temps. Vous pouvez le retrouver sur SoundCloud, sur le podcast de Ferrari ou sur Spotify, sur le trailer des Vergondés et également sur l'Entre du Duc sur Internet. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. N'hésitez pas, si vous le souhaitez également, à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, dans laquelle il y a les news du LTP, les nouveaux invités du mois à venir et tout un tas de sujets divers et variés. Je vous remercie de nouveau pour votre fidélité, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le, pour vous prouver que vous aviez tort. Salut